Delphine sur ta conduite. Nous allons effectuer ensemble les vérifications extérieures sur l'Audi A1 avec dans le rôle de l'inspectrice Sophie qui posera les questions. Contrôler l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. On voit que le miroir il est en bon état, il n'est pas fissuré et la coque du rétroviseur aussi, donc propre et en bon état. Je vais faire pareil sur l'autre côté. On a deux rétroviseurs, on va de l'autre côté. Il n'est pas cassé, il est propre et le miroir non plus n'est pas cassé et propre. Alors qu'appelle-t-on un angle mort? Un angle mort, c'est la partie que l'on ne voit pas à partir du poste de conduite. Quand je suis assise avec mes yeux et mes rétroviseurs, je ne vais pas voir la partie qui se situe dans l'angle mort. Quels sont les trois principaux dangers représentés par les angles morts? Risque de gêne, de manque d'information, risque d'accident. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Alors je soulève le véhicule, il est pas cassé, pas déchiré, propre, lisse, pas déchiré, propre, lisse. On pense à faire pareil à celui de l'arrière. Bon état, pas déchiré, pas craquelé. Avant le départ, quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise? Déneiger la totalité du pare-brise, c'est-à-dire le toit aussi, les vitres, les feux avant, les rétroviseurs. Vous pensez à lever la totalité de la neige sur les vitres, sur le toit, sur le pare-brise, pour éviter que la neige elle glisse quand vous voulez. Comment détecte-t-on leur usure en circulation? Quand on va les mettre en marche, ils vont laisser des traces sur le pare-brise, c'est qu'ils sont usés. Est-il possible de faire réparer un impact? Si oui, par qui? Oui, par un spécialiste. Alors, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. Donc avant de partir à l'extérieur, je vais d'abord les allumer, feu de position, je mets bien le contact et je vais dehors. Ils sont propres, pas cassés, ils fonctionnent. Là, et je regarde l'autre côté aussi. Le feu de position est propre, pas cassé, il fonctionne. Quand les utilise-t-on? En ville, bien éclairée, en continu, la nuit, et lorsque l'on doit stationner sur la chaussée non éclairée. Contrôler l'état et la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Donc j'allume les feux de croisement, je mets bien le contact, ici position croisement, et on va dehors vérifier. Le feu de croisement est propre, pas cassé, il fonctionne. Je regarde l'autre, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Si les feux de croisement éclairent trop haut, ils vont éblouir les autres usagers en face. S'ils éclairent trop bas, j'ai un manque de visibilité. Alors, quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? On risque d'être confondu avec un deux roues. Ensuite, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de route. Donc je mets le contact, je mets les feux de croisement d'abord pour pouvoir enclencher les feux de route. Vous venez là à la commande, vous poussez vers l'avant, le feu bleu s'allume. Donc les feux de route sont activés. Croisement et ensuite on pousse. On va dehors vérifier. Le feu il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. On va vérifier l'autre. Propre, pas cassé et il fonctionne. Dans quel cas utilise-t-on l'appel lumineux? Pour signaler son approche. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard avant. Donc je mets toujours le contact. On met pour les feux de brouillard d'abord les feux de croisement ici. Je vais pincer et tirer une fois vers moi. Feu de brouillard avant. On voit la petite loupiote verte qui est allumée. Et je vais sortir vérifier dehors. Feu de brouillard, ils sont en bas. Il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. Je vais vérifier l'autre. Propre, pas cassé, il fonctionne. Dans quel cas peut-on les utiliser en complément des feux de route? Dans les routes étroites et sinueuses hors agglomération la nuit. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard arrière. Donc toujours pareil, j'allume déjà les feux de brouillard arrière. Pour les allumer, je passe en feu de croisement. Je pince une fois, feu de brouillard avant. Je pince une deuxième fois vers moi, je tire. Feu de brouillard arrière, le petit voyant orange. Et on va passer dehors, vérifier. Pensez à allumer le contact. Le feu de brouillard arrière, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Et on en a un deuxième ici, propre, pas cassé et il fonctionne. Dans quel cas les utilise-t-on?
En cas de brouillard et de neige, surtout pas de pluie, ça éblouit. Alors, indiquez dans le compartiment moteur où s'effectuent les réglages des feux. Donc quand on vous parle de compartiment moteur, pensez à ouvrir le capot. Donc ici, ça, vous tirez jusqu'à entendre le clac. On va au capot, on va déverrouiller le capot. Donc vous passez la main dessous ici et vous appuyez. Vous appuyez là, voilà, c'est ici, pour qu'il se déverrouille. Dans le compartiment moteur, le réglage des feux s'effectue ici. Et là, on laissera faire à un spécialiste quand même. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? On risque d'éblouir si on éclaire trop haut, ceux qui arrivent en face, et si c'est éclairé trop bas, on risque de moins bien y voir. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'avant du véhicule. Donc compartiment moteur, pensez à ouvrir le capot avant de venir à l'intérieur. On passe par l'intérieur, on lève les caches ici ou ici, et on pourra changer une ampoule. On fera plutôt appel à un spécialiste quand, dans des cas, des fois on n'a pas trop accès. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler des ampoules halogènes? On ne les touche pas avec les doigts, mais avec un chiffon propre. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. Donc je vais demander l'aide de ma monitrice, je vais lui demander de freiner, donc elle va se mettre à freiner. Et moi je vais partir derrière avec l'inspecteur pour contrôler l'état, la propreté. Donc les feux on les voit, ils sont propres, ils sont pas cassés, ils fonctionnent. Propre, pas cassé, il fonctionne. Propre, pas cassé, il fonctionne en haut. Et propre, pas cassé, il fonctionne en bas. Quelle est la conséquence en cas de panne de feu stop? C'est-à-dire que les usagers de derrière ne vont pas être informés que l'on ralentit ou que l'on freine, donc risque de collision. Quelle est l'utilité des feux stop? Avertir les usagers derrière que nous sommes en train de freiner ou de ralentir. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de marche arrière. Donc pour qu'ils s'allument, il faut déjà enclencher la marche arrière. Donc je vais passer la marche arrière, là. Et une fois que j'ai mis la marche arrière, je mets le contact sans mettre le moteur, sinon la voiture va caler. Je tourne jusqu'à ce que je voie tous les voyants qui s'allument. Et à ce moment-là, on peut passer derrière. Derrière, je vérifie les feux arrière, ils sont propres, pas cassés, ils fonctionnent. C'est le feu blanc, propre, pas cassé et il fonctionne. À quoi servent-ils? À éclairer la partie où l'on recule, c'est-à-dire que l'on va reculer grâce à ces feux arrière qui sont blancs. Cela va éclairer la zone où l'on est en train de reculer et tout simplement la journée en circulation pour avertir les autres usagers de notre intention de reculer. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules. Merde, j'ai bugué, je suis désolée. Montrez où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'arrière. Donc ici on a les feux, je vais ouvrir le coffre, vous voyez que le feu il monte, donc il s'effectue ici, il faudra lever le cache, juste vous expliquer que ça s'effectue par ici. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Je ne la touche pas avec les doigts, mais avec un chiffon propre. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du clignotant droit ou gauche, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Donc là je mets un clignotant, n'oubliez pas de l'activer. On va voir ici répétiteur qui fonctionne, il est propre, il n'est pas cassé. Clignotant de devant, là il clignote, donc propre, pas cassé, il fonctionne. Et on va faire pareil pour derrière, vérifier son état. Il va être propre, pas cassé et il fonctionne. Quand les utilise-t-on? Pour démarrer, s'arrêter et changer de direction. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotant au niveau du feu et du voyant du tableau de bord? Donc si on voit ici un clignotant qui clignote plus rapidement, c'est qu'il y a un dysfonctionnement sur l'un des autres feux clignotants. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc je viens d'allumer les feux de détresse, je vois devant, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Propre, pas cassé, il fonctionne. Répétiteur, propre, pas cassé, fonctionne. À l'arrière, propre, pas cassé, il fonctionne. Celui-ci aussi, et on va voir le dernier. Répétiteur, là, on voit, il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. Quand les utilise-t-on? Les feux de détresse s'utilisent en cas de fort ralentissement lorsque nous sommes le dernier d'une file de véhicules. Donc on veut avertir ceux qui sont derrière lorsque nous sommes en panne sur la chaussée et lorsque aussi nous devons rouler anormalement à une allure très réduite.
Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants. Donc, plaque d'immatriculation propre, pas cassée, bien fixée. On en va derrière vérifier aussi la plaque d'immatriculation arrière. Nous voyons qu'elle est propre, elle n'est pas cassée. Les dispositifs réfléchissants sont les catadioptres, sont en bas. Vous voyez là au niveau du pare-choc, ici, donc propre et pas cassé. Dispositif réfléchissant ici, propre et pas cassé. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Donc, ce dispositif permet de rendre le véhicule visible la nuit. Les autres voitures allument leur feu, les nôtres ils sont éteints de feu, mais avec ceci, ça va renvoyer la lumière. Quel dispositif est obligatoire pour rendre la plaque d'immatriculation arrière lisible la nuit? Donc ici, sur le bas, là, nous voyons l'éclairage de plaque qui est obligatoire. Donc là et là, éclairage de plaque qui est obligatoire. Regardez, vous allez mieux le voir peut-être. Là, des deux côtés, éclairage de plaque. Et attends. Une plaque d'immatriculation arrière à fond blanc est-elle autorisée? Oui, bien sûr, les plaques d'immatriculation arrière sont à fond blanc maintenant. Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. Donc là, le flanc, c'est ce qui est tout autour. Donc, il est en bon état parce qu'il n'y a pas de déchirure ni d'hernie. Quelle est l'utilité? N'importe quoi. En règle générale, dans quelles conditions devez-vous contrôler la pression? La pression s'effectue à froid. Si on doit la faire à chaud, on rajoute 0,3 bar. Quelle peut être la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques? Une usure anormale et prématurée des pneumatiques. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? Aquaplanage ou aquaplaning, c'est une pellicule d'eau qui va se mettre entre le pneu et la route. Une pellicule d'eau entre le pneu et la route, l'aquaplanage. La conséquence de l'aquaplanage, c'est un risque de perte de contrôle du véhicule, risque de partir dans le décor et d'avoir un accident. À l'aide de la notice d'utilisation de la plaque indicative située sur le véhicule, indiquez la pression préconisée pour ce véhicule. Donc dans la portière conducteur, je vais voir un tableau. Le tableau, on regarde, donc moi mes dimensions c'est 215-45 R16, regardez la dimension de votre pneumatique, donc je regarde la partie haute du panneau, 2,3 à l'avant, 2,5 quand on est chargé, 2,1 à l'arrière, 2,2 lorsqu'on est chargé. Pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques? Pour pas qu'ils soient dégonflés et en cas de dégonflement, on risque d'avoir une prématurée des pneumatiques, un risque d'aquaplaning, aussi un risque d'éclatement et de surconsommation de carburant. Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Donc tout ce qui se situe dans le moteur, pensez à ouvrir le capot. Donc ici, là, dans le montant, je tire vers moi, ça a déverrouillé. Je vais passer au niveau du capot. Je soulève un petit peu, je glisse ma main, j'appuie vers le haut, j'appuie sur ça, hein, vous voyez? Là, j'appuie sur ça. Donc, le capot est ouvert. Voilà, donc montrez-moi l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Donc l'huile moteur, l'orifice de remplissage est ici. Vous voyez le petit voyant? Ici. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Risque de casse du moteur. Avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? Avec de l'huile moteur, soit diesel, soit essence, vous regardez votre voiture. Où doit s'effectuer le niveau de l'huile moteur? Le niveau d'huile, ici, nous avons la jauge d'huile. Il s'effectue ici. En général, dans quelles conditions effectuez-vous cette opération? Le moteur, enfin la voiture doit être sur un sol plat horizontal et à froid. Montrez où s'effectue le liquide de frein. Contrôle du niveau, c'est fait ici par transparence. Il doit être situé entre minimum et maximum. Quel est le principal risque d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein? Il risque d'y avoir une perte totale ou partielle de freinage. Que faire en cas de baisse importante du niveau de liquide de frein? Allez voir de suite un spécialiste, arrêter la voiture, ne plus rouler, on risque de ne plus avoir de frein. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement ici, le niveau se situe entre le max et le mini. Voilà, on le voit par transparence. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec un moteur chaud? Risque de brûlure.
Et quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement? Le moteur chauffe, le moteur casse. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau de liquide d'assistance de direction. Donc, sur certaines voitures, on ne le voit pas parce qu'il est électronique. Là, nous allons juste pouvoir voir le bouchon vert. On n'arrive pas à contrôler le niveau, on fera appel à un spécialiste. Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide d'assistance de direction? Le volant devient beaucoup plus difficile à tourner. Que faire en cas de baisse importante du niveau de liquide d'assistance de direction? Allez voir un spécialiste. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Ici, voilà, on a le petit schéma pour le produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Donc, on ne met pas de liquide de l'eau, par exemple, en hiver parce que ça va congeler. Donc, un liquide spécial adapté à la température où l'on se situe. Montrez où se trouve la batterie du véhicule. Donc, la batterie se situe dans le coffre. Par contre, nous pouvons voir ici le pôle plus et le pôle moins en cas si on a besoin de charger le véhicule parce que la batterie elle est en panne. Mais par contre, pour montrer la batterie, on va aller à l'arrière, ouvrir le coffre, on lève le tapis du coffre et elle se situe ici, la batterie. Voilà. Donc la batterie se situe à l'arrière, par contre le pôle plus, le pôle moins dans le compartiment moteur. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie? Tout ce qui est électrique dans un véhicule lorsque le véhicule est à l'arrêt. Essuie-glace, le poste, la climatisation, des givrages, donc tout ce qui est électrique lorsque le moteur est à l'arrêt. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Alors, une solution simple, ça va être changer la batterie. On change la batterie, on en met une nouvelle. Ou alors, avec l'aide d'un autre véhicule, on va brancher des pinces avec le plus de notre batterie et le moins avec le moins de notre batterie. Le véhicule qui a déjà de la batterie, on l'allume et ensuite on allumera le nôtre. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière du véhicule. Donc j'ouvre la portière arrière, je vais me situer ici, là, vous voyez, il y a un petit enfant, bon peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais et avec la clé, je vais tourner pour activer la sécurité enfant. En règle générale, où doit être placé un passager de moins de 10 ans? Un passager de moins de 10 ans doit être à l'arrière, sauf si toutes les places sont occupées, parce que j'ai par exemple 4 enfants, ou alors que j'ai une Smart, je n'ai pas de place à l'arrière. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Donc j'ouvre la trappe à carburant, si vous n'avez pas vu, j'ai juste appuyé, elle s'est ouverte, et là je vérifie, il est bien fermé. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Veillez à ce que ça ne déborde pas, donc coupez le moteur avant d'aller faire l'essence. Vous faites attention de ne pas le faire déborder. Vérifiez aussi que vous n'êtes pas en train de téléphoner et de ne pas fumer. Vérifiez le contenu du coffre. Donc tout simplement, on va ouvrir le coffre et on va dire ce qu'il y a dedans. Donc il y a un sac et il y a un sac carton aussi. Voilà, donc il y a 2 sacs dans le coffre. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre de votre véhicule, quelles sont les précautions à prendre? Donc quand je vais transporter un poids important, vous voyez le véhicule se baisse un petit peu, donc je vais augmenter la pression des pneumatiques à l'arrière et aussi régler les feux avant à l'aide de la commande intérieure.